Ça faisait un bail que j'étais pas venue en format vidéo. Cette année, il y a eu quelques changements qui ont été assez marquants. Et donc j'ai l'impression que les marques se sont un peu lassées de ça. Si t'as pas de stratégie derrière, bah ça fonctionnera pas à long terme en fait. Faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le prix du contenu UGC a explosé. Les marques ont plus de budget à allouer à ça. Il faut continuer à pouvoir le prouver. Toi, en tant que créatrice, en 2025, je trouve que c'est un peu devenu la jungle. Je trouve pas ça logique d'enseigner quelque chose que tu ne fais pas. C'est pas possible de faire de l'UGC sans être sur les réseaux. C'est des choses évidemment qui se travaillent avec le temps. Faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Pour moi, il faut vraiment être capable de s'adapter au marché. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast au format audio et vidéo. Ça faisait un bail que j'étais pas venue en format vidéo, donc si tu me regardes sur YouTube, tu verras ma tête. Et c'est vrai que ça faisait longtemps parce que je pense que j'avais un peu la flemme de venir au studio, de mettre le setup et tout, de mettre le décor et puis aussi de m'apprêter parce que bah voilà, pour faire les vidéos, faut quand même s'apprêter un minimum. Et c'est vrai que quand t'es créatrice de contenu, enfin, je trouve en tout cas personnellement, peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront, mais moi perso, je suis tout le temps en jogging, genre je fais mes montages et tout, où je fais mes scripts de vidéos, je crée mon contenu, enfin voilà, je suis quasiment tout le temps en jogging, tenue de sport ou quoi, donc c'est que pour mes tournages où je m'apprête vraiment, et voilà, ces derniers temps j'avais un peu la flemme je crois de m'apprêter pour mes tournages de podcast, donc voilà, mais je me suis dit vas-y, aujourd'hui c'est bon, tes cheveux ils sont faits, t'as mis un peu de maquillage, t'as mis tes lentilles, c'est bon, on va allumer la caméra et on va se reposer derrière la caméra, ça me permet aussi de toucher une autre audience sur YouTube, donc c'est cool. Mais bref, après cette petite introduction, maintenant tu sais que 90% du temps je suis en pyjama. Je vais rentrer dans le vif du sujet de l'épisode puisque tu as peut-être vu dans le titre que je vais te parler des changements, des gros shifts qui se sont effectués en fait au cours de l'année dans la création de contenu, parce que c'est vrai que là on arrive déjà à la fin de 2025, le temps est passé ultra vite, franchement c'est... À chaque fois, je me dis, le temps passe trop vite, c'est abusé. Et je trouve que cette année, elle a été vraiment dingue en termes de création de contenu. Enfin, j'ai vu vraiment beaucoup de changements. Là, ça fait un petit moment que je suis là-dedans. Ça fait plus de 5 ans que je crée du contenu en vrai. Et dans l'UGC, quasiment 3 ans. Et je trouve que cette année, il y a eu quelques changements qui ont été assez marquants. Et je voulais vraiment faire un épisode de podcast. Il y a des choses qui fonctionnaient très bien il y a 6 mois, qui aujourd'hui fonctionnent plus trop. Et je pense que si tu t'adaptes pas maintenant, en 2026, ça risque d'être compliqué pour toi. Donc, il faut vraiment prendre la tendance assez rapidement pour être bien et vraiment passer une bonne année 2026 en termes d'opportunités. Donc évidemment, ces observations que je vais te partager, elles sont basées sur mon expérience en tant que créatrice de contenu full-time, créatrice de contenu au sens large, donc je ne fais plus que de l'UGC, je fais aussi de la création de contenu pour mes réseaux sociaux, je fais aussi de l'affiliation, parfois de la micro-influence, ça m'arrive. Et donc c'est basé sur mes observations, mais aussi sur les discussions que j'ai régulièrement avec mes élèves, puisque tu le sais, j'ai un accompagnement qui s'appelle UGC School, à travers lequel j'ai formé près de 400 personnes maintenant qui sont créatrices ou créateurs de contenu. Et du coup, on discute souvent, on remarque des choses qui évoluent et donc ça fait aussi partie des observations que j'ai remarquées et dont on a discuté. Donc c'est tout ça que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Donc j'espère que ça te plaira et sans transition, je vais commencer en fait avec le premier point. Donc le premier shift que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, les marques veulent de l'authenticité, mais elles veulent de l'authenticité professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, j'avais l'impression qu'il suffisait un peu de te montrer dans un cadre naturel, genre voilà, tu faisais ta vidéo chez toi avec, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, avec une lumière voilà qui était ok, avec un son qui était passable, et c'était une vidéo qui pouvait performer, voilà, c'était une vidéo proche du spectateur, assez nature on va dire. Je pense notamment aux vidéos, tu sais, qu'on faisait au début 3 raisons d'acheter ce produit, ça se faisait très souvent, ça faisait naturel, mais voilà, avec le temps c'est devenu un peu has-been et surtout beaucoup moins naturel que ça ne l'était avant. Et en fait aujourd'hui les marques, j'ai l'impression qu'elles en ont marre de ce truc un peu fake, genre c'est pas authentique, enfin genre quand tu fais une vidéo aujourd'hui 3 raisons d'acheter ce produit, c'est vrai que ça sonne très vidéo UGC, vidéo très promotionnelle, voilà, je vais te montrer ce produit et toutes les raisons de l'acheter, machin, nanana. Et donc j'ai l'impression que les marques se sont un peu lassées de ça, les consommateurs aussi, puisque tu vas voir ce genre de vidéo dans ton feed. Moi personnellement, c'est vraiment pas le genre de vidéo qui va attirer mon attention et me donner envie de passer à l'achat, parce que je connais, maintenant je connais un petit peu le domaine du coup, mais même j'en ai déjà parlé même avec des personnes qui sont pas du tout dans la création de contenu, et c'est vrai que quand tu leur montres 2 types de vidéos différentes, les vidéos qu'on faisait à l'ancienne, ça donne
beaucoup moins envie à chaque fois. Et donc aujourd'hui, les marques aussi se sont un peu lassées de tout ça, mais ça veut pas dire non plus qu'elles veulent du contenu brouillon. Donc ok, elles se sont lassées du fake, elles veulent du contenu plus authentique, plus naturel, mais un contenu authentique travaillé. Donc quelque chose de vrai, mais quelque chose de bien fait, de qualitatif. Donc aujourd'hui, tu dois vraiment être une créatrice capable de raconter une histoire sincère. Donc on doit sentir que t'es pas en train de jouer une pièce de théâtre, que t'es pas en train de réciter un script. Ça doit vraiment être beaucoup plus naturel que ça pouvait l'être avant. Mais tu dois avoir une image propre, un cadre propre, un très bon storytelling, un bon cadre aussi autour, donc une lumière maîtrisée, un son maîtrisé, une bonne qualité. Et comme je te disais juste avant, moi quand je scrolle, c'est aussi ce type de vidéo qui va vraiment retenir mon attention. Ici, j'ai fait une vidéo récemment en collaboration avec une marque Ultra Human, donc ma bague connectée. C'est une vidéo qui a super bien fonctionné. Là, je l'ai postée il y a 5-6 jours, un truc comme ça. On est déjà à 100 000 vues en organique. Et en fait, elle a super bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que elle était naturelle, authentique, sincère, vraiment c'était un vrai storytelling que je racontais, mais c'était un texte maîtrisé. J'ai pas fait mon texte au hasard, j'ai pas raconté un storytelling n'importe comment, un peu au feeling. Chaque bloc de texte, il avait son importance et je savais exactement à quel moment placer certaines phrases, certains bénéfices. Chaque enchaînement aussi qu'il y avait dans la vidéo, il avait un sens. Donc quand tu vois cette vidéo, tu peux aller la voir, elle est sur mon profil, sur mon compte Instagram. Quand tu vois cette vidéo, tu peux dire ouais, elle est hyper naturelle, très spontanée la vidéo. Voilà, elle raconte un peu son histoire avec la bague, mais tout avait un sens, tout était réfléchi pour que ça fonctionne. Alors que avant, même encore ici début d'année, quand je faisais mes vidéos, mes scripts et tout ça, c'était pas aussi millimétré. Un autre exemple que j'ai eu ici récemment, c'est une marque avec laquelle j'ai collaboré, donc les vidéos sont pas encore sorties, elles sortiront pour le Black Friday, donc là c'est de l'UGC, donc ce sera pas sur mon compte, mais donc c'était pour des campagnes pour le Black Friday, donc elles ont déjà été tournées. Et la marque m'avait dit que on sentait que mes vidéos n'étaient pas improvisées, que c'était vraiment travaillé, que je maîtrisais mon image, mais que ça restait vrai, que ça restait authentique, naturel, mais que voilà, derrière, on sentait que c'était maîtrisé, que c'était propre, c'était quali. Et donc, ce que ça va changer pour moi en 2026, c'est que les créatrices pour qui ça va continuer de bien fonctionner, c'est les créatrices qui auront une vraie stratégie derrière leur côté naturel. Parce qu'il suffit pas d'être spontané, d'être authentique, d'être naturel. Si t'as pas de stratégie derrière, ça fonctionnera pas à long terme en fait. Donc chaque mot que tu vas utiliser, chaque plan que tu vas insérer, ils doivent avoir un sens. Ensuite, le deuxième gros changement que j'ai observé, c'est le prix du contenu qui a explosé, mais pas pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un peu le grand écart de 2025, j'ai l'impression. Donc d'un côté, t'as encore des créatrices qui facturent 80, 100 € leurs vidéos, ou à qui on leur propose des tarifs pareils. Et de l'autre côté, t'as des créatrices qui, pour ce même type de livrable, vont facturer 1000, 1500 €. Et en fait, la grosse différence, c'est le positionnement et tout ce qui va concerner les droits d'usage. Des fois, je vois des vidéos de conseils sur TikTok sur les droits d'usage, combien les facturer, comment, etc. Et je me dis, comment c'est possible de conseiller des choses pareilles ? Vraiment, faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et à toujours avoir un certain libre arbitre, ne pas prendre les conseils de tout ce que vous voyez pour acquis et vous dire que c'est bon parce que la personne a eu des collaborations, elle est à même de te former sur le sujet des droits d'usage, etc. Parce que t'as littéralement des personnes, c'est véridique, c'est un conseil que j'ai vu sur TikTok, de facturer 10 € par mois pour les droits d'usage. Donc en gros, imaginons ton prix de base, ce serait 120 € pour une vidéo. Pour 3 mois d'utilisation, tu facturais 150 €. Donc oui, évidemment, si tu suis ce genre de conseils, tu vas pas aller bien loin en termes de tarifs et tu vas pas générer des 3 000, 5 000 € grâce à la création de contenu. Et justement, les créatrices qui gagnent ce genre de somme-là, elles sont beaucoup plus au fait des droits d'usage et elles facturent vraiment à leur valeur parce qu'on sait que des vidéos que les marques vont sponsoriser en ads ont beaucoup de valeur pour elles. Donc faut vraiment faire attention, forme-toi sur le sujet des droits d'usage, c'est hyper important. Aussi, une des raisons pour lesquelles le prix du contenu explose et tu dois aller chercher, je dis pas que parce que le prix du contenu a explosé, qu'une marque va d'emblée te proposer 1000 € pour une vidéo UGC. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis que le prix du contenu UGC a explosé et que tu dois en tirer parti. Ça veut pas dire que la marque va d'office te proposer un prix à la hausse. Il y a toujours des marques qui vont essayer de te proposer le moins possible pour faire le plus de marge possible. Donc ça, vraiment disclaimer. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais avant cette parenthèse, une des raisons pour lesquelles le contenu, le prix du contenu a explosé,
c'est que les marques ont validé la stratégie UGC, qu'elles se sont rendues compte que c'était une stratégie qui fonctionnait bien, qu'elles pouvaient l'ajouter dans leur écosystème marketing et que du coup, il y a un nouveau budget qui est alloué à ça. Tandis qu'avant, on allait avoir plutôt un budget, uniquement spécialisé pour l'influence. Et l'UGC, c'était un petit budget à l'année. On testait un petit peu. Là, maintenant, en 2025, on s'est rendu compte, ok, ça fonctionne bien, là, il faut augmenter le budget. Et donc, c'est ça que je veux dire, que les marques ont plus de budget à allouer à ça. Mais donc, elles vont pas forcément te le dire. C'est aussi ta capacité à négocier et à montrer ta valeur perçue. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la valeur perçue de ce type de contenu qui a augmenté. Mais il faut continuer à pouvoir le prouver, toi, en tant que créatrice. Si tu fais la petite créatrice, j'ai fait quelques vidéos, moi je suis ok de vous la faire à 150 €, j'ai trop envie de travailler avec vous, donc on va s'entendre sur ce type de tarif, bien sûr que la marque, elle va accepter. Enfin, je veux dire, c'est dans les objectifs premiers d'une marque, c'est de faire de la marge, c'est d'être hyper rentable. Donc si t'as une créatrice qui lui propose un contenu hyper quali, incroyable et tout, et qu'elle lui dit je vous le fais à 150 €, pour elle c'est une aubaine, tu vois, alors qu'en fait t'aurais pu facturer à 500 € pour ta vidéo. Donc ça, c'est aussi ton travail à asseoir ta valeur, ta crédibilité, ta légitimité et à oser refuser aussi certaines propositions. Parfois, s'il y a des propositions et ils veulent vraiment pas flancher, ils veulent pas augmenter et que toi tu te rends compte que c'est pas du tout aligné à tes tarifs, il faut dire non. Parce que si tu dis oui à chaque fois, aussi les marques à se mettre dans la tête, il y en a quand même qui acceptent, donc pourquoi est-ce qu'on donnerait plus à une autre? Donc voilà, ça c'est vraiment aussi ta capacité à faire valoir ta valeur ajoutée. Ensuite, le troisième shift que j'ai remarqué, c'est que les plateformes sont de plus en plus saturées et la prospection directe revient en force. Tout ce qui est plateforme de type Yuji, Takema, Mogo, elles ont explosé ces dernières années. Et c'est très bien pour elles, mais le problème c'est que en 2025, je trouve que c'est un peu devenu la jungle pour nous les créatrices de contenu, dans le sens où les plateformes sont tellement saturé de profils que ça devient très difficile de sortir du lot en fait, parce que t'es potentiellement en concurrence avec 1000 autres créatrices et que t'as potentiellement aussi des marques qui recherchent des créatrices qui facturent pas cher parce qu'elles veulent faire de l'UGC en low budget. Donc pour moi, c'est un changement que j'ai observé et avec lequel on a discuté avec mes élèves, ça devient de plus en plus difficile, voire même impossible, de vivre de la création de contenu en étant que sur des plateformes, vraiment exclusivement sur des plateformes. Parce que les prix sont faibles, du coup, comme il y a énormément de créatrices, de créateurs présents, et qu'il y en a énormément qui sont doués, qui font du travail de très grande qualité, mais il y en a qui n'ont pas conscience de leur valeur, qui vont demander des prix bas, ça fait que les prix sont tirés vers le bas. Les prix des commissions augmentent, je trouve que c'est de plus en plus abusé en vrai. On est quand même sur des pourcentages assez élevés que tu dois laisser à la plateforme. Alors je comprends, la plateforme doit faire son argent et c'est totalement normal, mais c'est vrai que pour la créatrice, si elle facture pas un prix relativement élevé, mais derrière ça veut dire que ça va coûter plus cher à la marque, elle va être lésée en fait, la créatrice, si elle arrive pas à facturer, si on lui prend 20% et que la créatrice facture 150 € sa vidéo et qu'elle doit enlever 20% à ça, plus toutes les charges, les impôts, machin, en fait la créatrice elle a rien, tu vois. Donc ça devient compliqué, ces commissions qui augmentent, et je trouve qu'il y a une certaine forme aussi de concurrence un peu déloyale sur ces plateformes-là. Donc je sais pas si c'est de la concurrence déloyale, mais en tout cas, quand je regarde un petit peu, je vois parfois il y a des créatrices qui mettent vraiment des prix, elles font le même type de travail et elles vont mettre des prix 10 € ou 15 € moins cher, juste pour sortir du lot par le prix, pour être la créatrice un petit peu moins chère, mais en termes de qualité c'est la même chose, et du coup elle se dit qu'elle va avoir la collab au lieu de s'aligner simplement au prix de tout le monde. Donc ça, parfois ça peut ne pas être fait exprès, mais parfois c'est fait exprès. Ça, je trouve ça pas ouf. Donc moi, c'est pour ça que les plateformes, je suis plus du tout sur aucune plateforme. Et ouais, j'allais dire autre chose, mais non, je suis sur aucune plateforme. Je travaille avec une seule agence parce que c'est une agence qui... J'aime bien les marques avec qui ils travaillent et parce qu'ils payent bien leurs créateurs. Mais sinon c'est tout. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Je voulais en venir là. C'est qu'il y a un retour en force de la prospection. Moi, personnellement, j'ai jamais arrêté de prospecter. Depuis que j'ai commencé la création de contenu UGC, j'ai toujours prospecté. Je dis pas que je prospecte tous les jours et que je prospecte 10 marques par semaine ou quoi, mais j'ai toujours continué à prospecter. Tous les mois, je démarche au moins 1, 2, 3, voire parfois 5 marques, ça dépend les plus gros mois, mais je vais vraiment faire une prospection et une démarche très personnalisée en fonction des marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer, et parce que je trouve que c'est important, le fait d'avoir une formation, un accompagnement dans lequel justement j'enseigne de la prospection, pour moi ça me semble logique de continuer à prospecter moi-même.
j'en ai déjà parlé, et là c'est un peu une parenthèse, mais je trouve pas ça logique d'enseigner quelque chose que tu ne fais pas. Donc ça, c'est hyper important pour moi, et de toute façon, j'adore la prospection parce que j'adore trouver des nouvelles idées créatives et tester différents formats aussi, parce que moi, la prospection, je me contente pas d'envoyer un mail, salut c'est moi, vous voulez collaborer avec moi. J'essaye de faire des trucs différents, des approches un peu différentes. Ça peut être un PowerPoint, ça peut être une vidéo de prospection, ça peut être un message vocal, ça peut être une présentation, des ébauches de script. Enfin, vraiment, j'essaye de faire des choses différentes pour voir aussi ce qui prend le mieux et pour pouvoir le partager à mes élèves. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur la prospection et l'importance de la prospection. T'as des gens qui vont te dire que la prospection, ça sert à rien, qu'il faut compter uniquement sur le personal branding et que c'est ça qui va te ramener plein de collabs. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où c'est pas universel. Pour moi, il n'y a pas que le personal branding qui fonctionne, même si c'est évidemment un point ultra crucial et que tu dois bosser là-dessus. Mais parfois, il y a certaines raisons qui font que le personal branding fonctionne mieux chez certaines personnes que d'autres. Et ça peut être des éléments qui sont hors de ta portée. Donc c'est pour ça que moi, ma vision, ça a toujours été de travailler un peu les deux. Donc moi, c'est plutôt 80-20 ou 70-30. 80%, ça va être de l'inbound et 20%, ça va être de la prospection. Mais donc bref, pour en revenir à la prospection, moi j'ai remarqué que mon taux de closing en prospection a augmenté par rapport à l'année dernière. Donc quand je dis mon taux de closing, c'est en gros, je vais démarcher une marque et après je vais signer le contrat ou non et je vais encaisser la collab avec elle. Mais je remarque que par rapport à l'année passée, bon, je me suis aussi améliorée peut-être en prospection, mais je remarque que par rapport à l'année passée, j'ai un taux beaucoup plus élevé en termes de closing, en termes de signature de contrat. Mais du coup, comme je t'ai dit, je me contente pas de faire un mail tout simple, salut c'est moi, d'envoyer le lien vers mon portfolio ou d'envoyer un DM du style donnez-moi l'adresse marketing. Je me contente pas de faire ça, évidemment. Les trucs, bonjour, je suis créatrice de contenu authentique et j'aimerais travailler avec vous, tout ça c'est terminé. Enfin, faut arrêter la prospection comme ça. C'est vu, revu, les marques, je pense qu'elles n'ouvrent même plus ce type de mail, vraiment. Donc ça, tu peux oublier. J'avais justement fait une masterclass récemment dans UGC School là-dessus, où j'avais analysé leurs mails, j'avais analysé leurs messages de prospection, et justement, parfois il y avait des structures comme ça qui revenaient un petit peu, et ça, c'est des trucs qu'on peut plus faire aujourd'hui. Et donc j'avais tout analysé, je leur avais partagé mes pistes d'amélioration, ce que moi j'aurais écrit à la place, quelle approche j'aurais fait, parce que en fait, t'as parfois des super créatrices de contenu qui créent du contenu vraiment incroyable, elles ont vraiment un super univers, elles créent du contenu hyper quali, mais simplement, l'approche n'est pas forcément la bonne. Et juste en réajustant certaines choses, ça peut faire que ça va augmenter ton taux de réponse positive et du coup ton taux de closing. Et d'ailleurs, c'est un truc que les marques me disent très souvent, notamment cette année, puisque comme je t'ai dit, mon taux de closing a augmenté, que elles reçoivent beaucoup de propositions, donc de messages, de prospection, etc. Mais que mon message sortait du lot, ma proposition sortait du lot. Et comme je t'ai dit, dans mes messages, j'essaie vraiment d'être vrai, d'apporter de la valeur et vraiment de montrer en fait ce que je pourrais leur apporter avant de penser à moi ce que la marque pourrait m'apporter. Genre j'adore vos produits, machin, enfin ça sonne juste t'as envie de recevoir les produits gratuits, tu vois. Et les marques, elles en ont marre de ça, elles en ont marre du fait qu'elles veulent vraiment voir qu'est-ce que tu vas leur apporter, en quoi t'es différente, en quoi ton univers peut être intéressant pour leur marque, enfin vraiment cette plus-value-là. Ensuite, le 4e shift que j'ai remarqué, c'est que les marques cherchent des partenariats long terme de plus en plus. Donc avant, c'était beaucoup à la collab. T'avais une marque, tu faisais une collab, une vidéo, tu recevais ton virement et voilà, c'était fait. Moi, j'ai plusieurs fois cette année retravaillé avec des clients qui sont revenus vers moi parce qu'ils étaient contents de mon travail. Donc ça pouvait être 2 mois après, comme ça pouvait être 6 mois après. Et en fait, ils voulaient retravailler avec moi parce qu'ils avaient apprécié, parce que le contenu avait bien fonctionné, parce que mon profil avait bien convenu à leur cible. Et pour les marques, c'est aussi une certaine forme de stabilité, de facilité, parce que la créatrice, t'as déjà bossé avec elle, elle connaît déjà ton univers, elle connaît déjà ta marque, elle a déjà eu le brief, elle sait les choses qu'il faut pas dire. Enfin, tu vois, c'est vraiment un gain de temps dans le sens où elle doit pas recommencer à te former d'une certaine façon. Surtout les marques qui sont assez pointilleuses sur leur image de marque et tout ça. Donc c'est vraiment un gain de temps pour elle. Donc si tu fais le taf super bien, mais 100% elle va revenir vers toi en fait. Et c'est à ce moment-là que tu passes de prestataire à partenaire. Et c'est positif pour toi parce que déjà ça te fait un revenu récurrent, donc il y a moins de montagnes russes en termes de financier, t'as moins de prospection à faire, quoique ça veut pas dire que tu peux pas relancer d'anciens clients. Moi c'est parfois comme ça que j'ai retravaillé avec d'autres clients, c'est que je les relançais en fait tout simplement, enfin je les prospectais à nouveau, mais comme j'avais déjà bossé avec eux, c'était beaucoup plus facile, ils avaient déjà un premier contact. Donc c'est ça, quand je parle de la prospection, en vrai, t'es pas obligé de à chaque fois prospecter des nouvelles marques, tu peux prospecter des anciens clients avec qui tu as bossé il y a 3 mois, il y a 6 mois. Et c'est aussi intéressant pour toi parce que les échanges vont être beaucoup plus fluides. Le fait que tu aies déjà bossé avec la marque, qu'elle te connaisse, qu'elle te fait confiance,
tu vas avoir plus de liberté aussi. Moi, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup plus de liberté créative la deuxième fois où j'ai travaillé avec la marque de literie ici qui va sortir mes vidéos pour le Black Friday. J'ai eu beaucoup plus de liberté créative. J'ai pu leur proposer mes scripts, j'ai pu leur proposer mes idées, donc pas que mes scripts, mais vraiment les idées, genre la trame et tout de la vidéo, alors que la première fois, ils m'avaient partagé leur script à eux. Et donc, ça, forcément, c'est chouette. Enfin, en tout cas, personnellement, en tant que créatrice de contenu, c'est quelque chose que j'aime bien, pouvoir amener ma patte créative. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de cool et c'est quelque chose qui va venir si tu travailles régulièrement avec des marques. Donc voilà, moi j'ai remarqué ça aussi cette année comme changement. Et ensuite le cinquième changement que j'ai remarqué, c'est que le personal branding est devenu non négociable. Donc j'en parlais juste avant, la prospection c'est le retour en force, mais ça veut pas dire qu'il faut complètement délaisser le personal branding évidemment. Moi il y a encore des gens qui me demandent si c'est possible de faire de l'UGC sans être sur les réseaux, ou pire, si c'est possible de faire de l'UGC sans montrer son visage. Aujourd'hui, ma réponse, elle est très tranchée, c'est non. C'est pas possible de faire de l'UGC sans être sur les réseaux et c'est pas possible de faire de l'UGC sans montrer son visage. Avant, tu pouvais faire du contenu UGC sans qu'on sache qui tu es. Enfin, vraiment, on s'en foutait. Aujourd'hui, c'est pas que t'as besoin d'avoir des millions de followers, que t'as besoin d'être une personnalité publique, une image connue sur les réseaux, mais les marques veulent bosser avec des personnes et pas juste des voix ou des visages anonymes. Mais là, attention, parce que disclaimer quand même, je parle bien des marques qui ont du budget. Je parle pas des marques que tu vas retrouver sur les plateformes qui vont te proposer 80 € la vidéo. Elles, c'est des marques qui sont sur des plateformes low cost, qui veulent tester l'UGC à petit prix, qui veulent voir un petit peu comment ça prend, ou alors simplement qui veulent une stratégie UGC vraiment pas chère. Elles s'en foutent, que tu sois sur les réseaux, que tu aies un univers bien implanté, etc. Elles s'en foutent. Là, je parle vraiment des marques qui ont du budget et qui vont te prendre, entre guillemets, comme image de marque, mais toujours de l'UGC. Donc, la vidéo va pas apparaître sur ton feed, mais simplement, c'est des marques qui ont plus de budget et qui sont plus regardantes sur avec qui elles travaillent. Donc, ces marques-là, elles veulent que tu aies une vibe, elles veulent que tu aies un univers, que tu aies une personnalité, que tu aies une certaine énergie, que tu aies des valeurs et que tout ça, vraiment, on le ressent dans tes vidéos. Et parfois, c'est même ces marques-là qui vont te proposer du whitelisting, donc faire des collaborations avec la vidéo depuis ton compte et la sponsoriser depuis ton compte parce qu'elles aiment ton compte, elles aiment ta vibe, ce que tu partages, etc. Et donc, elles se disent que ça va très très bien, ça matche très bien avec leur marque. Et donc, pourquoi pas faire la collaboration en sponsorisé depuis ton compte. Et ça, c'est quelque chose que tu peux facturer encore plus cher. Donc évidemment, cette importance du personal branding, ça veut pas dire que t'es obligé de tout montrer, t'es pas obligé de montrer toute ta vie perso, c'est pas ça qu'on demande, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent mais je comprends pas, c'est quoi la limite vraiment avec ce que je montre, ce que je partage pas, qu'est-ce que je dois faire exactement. En fait, travailler ton personal branding, c'est juste clarifier qui tu es, ce que tu défends comme position, ce que tu aimes, même ce que tu penses aussi. Et c'est des choses qui doivent se ressentir dans ton style de vidéo, dans ton ton de voix, dans la façon dont tu structures tes vidéos. Tout ça, ça fait partie de ton personal branding. C'est des choses évidemment qui se travaillent avec le temps. Tu vas pas créer une image de marque en l'espace d'une semaine. C'est quelque chose qui va venir avec le temps parce que plus tu vas créer, plus tu vas tester différents formats, différents concepts, plus tu vas vraiment te trouver et trouver la personne que tu as envie de partager sur les réseaux. La personne que tu as envie de partager sur les réseaux, c'est toi, ça reste toi. Faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, mais c'est au fur et à mesure que tu vas voir, ok, ça j'ai envie de partager cette partie de moi, cet univers-là, et c'est avec le temps que voilà. Donc faut pas non plus te stresser si tu trouves pas tout de suite ton image de marque. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a aidé. Et pour moi, il faut vraiment être capable de s'adapter au marché. Et c'est ça qui va faire la différence entre une créatrice qui reste bloquée à 500 € par mois et une créatrice qui va aller toucher les 3 000, 4 000, 5 000 € par mois. C'est vraiment sa capacité à évoluer et à comprendre le marché. D'ailleurs, si tu veux faire partie de cette deuxième catégorie de créatrices, j'ai une très bonne nouvelle pour toi puisque la semaine du 24 novembre au 1er décembre, c'est la dernière rentrée de l'année dans UGC School. Ensuite, je fermerai les portes tout le mois de décembre et certainement aussi le mois de janvier. Je trouve que novembre, c'est vraiment un super momentum pour commencer à préparer l'année 2026 et puis arriver l'année prochaine sur le marché, confiante, sereine, prête à signer toutes les collabs avec les fondations solides vraiment d'un business stable. Donc pour rappel, dans l'accompagnement UGC School, on décortique tous les aspects dont je t'ai parlé et bien plus évidemment. Donc comment te positionner pour attirer les marques qui payent bien, comment construire tes prix et tes offres comme une professionnelle, comment négocier sans te laisser marcher dessus, comment prospecter efficacement. D'ailleurs, spoiler, 80% des créatrices s'y prennent mal. Comment créer des contenus qui convertissent vraiment et qui vont faire que les marques vont avoir envie de retravailler avec toi et donc signer les contrats sur le long terme. Comment gérer la partie légale à
administrative et comment maîtriser aussi les sessions de droit. Je t'ai vraiment créé l'école la plus complète et la plus aboutie du marché et l'objectif c'est vraiment de te créer un vrai business et que tu sois légitime et crédible auprès des marques dès le début. Donc si tu veux pas perdre ton temps à apprendre solo dans ton coin, je t'ai mis toutes les infos dans la description de cette vidéo et tu pourras prendre un appel avec moi. On va parler de ta situation, de tes objectifs, de là où tu te situes actuellement et moi je te dirai cash si UGC School est fait pour toi ou non. J'ai aucun problème à dire quand c'est pas adapté pour toi. Et donc je le rappelle, c'est la dernière rentrée de l'année 2025. Après ça, il faudra attendre 2026 minimum. Donc je t'ai mis toutes les informations dans la description et en tout cas moi j'ai hâte de voir qui va nous rejoindre pour cette prochaine rentrée.